Grâce à vos dons, en 2018, TV Liberté a pu couvrir les événements d'Europe centrale. À l'approche des élections européennes de 2019, qui s'annoncent décisives pour l'avenir de notre continent, nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir continuer notre travail dans cette région la plus dynamique d'Europe. Nous sommes aujourd'hui à Varsovie. J'ai été à la frontière avec la Serbie. Chaque fois qu'on essaye d'interdire cette marche, elle grandit, elle est multipliée. Merci encore pour votre participation active et en 2019, nous avons à nouveau besoin de vous. Trois semaines après le début de la mobilisation des Gilets jaunes, le gouvernement annonce des gestes en faveur des plus modestes, un geste qui arrive un peu tard pour endiguer la crise. Près d'un an et demi après le référendum sur le Brexit, le Premier ministre britannique Theresa May présente un texte de sortie de l'Union européenne aux parlementaires, un exercice périlleux et qui pourrait ébranler la locataire du 10 Downing Street. À 6 jours du sommet intergouvernemental de Marrakech, le flou plane autour de la ratification du pacte sur les migrations. Alors que de nombreux pays européens ont déjà affiché leur refus, Marine Le Pen tente de faire fléchir Emmanuel Macron, un premier défi avant les élections européennes de mai prochain. Madame, Monsieur, bonsoir. Une tentative d'apaisement du côté du gouvernement ce mardi matin. Édouard Philippe a annoncé un moratoire sur la hausse des taxes sur le carburant. Une décision en forme de renoncement tardif qui aura bien du mal à calmer les gilets jaunes. C'est un petit pas de côté pour l'apaisement. Après 3 semaines d'entêtement du gouvernement, Édouard Philippe a finalement annoncé plusieurs mesures pour calmer les esprits des gilets jaunes, à commencer par le fameux moratoire sur la hausse des taxes sur le carburant, réclamé par beaucoup de politiques, y compris le MoDem allié de la majorité. Après avoir entendu cette demande exprimée par à peu près tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au cours des consultations de ces derniers jours, je suspends pour une durée de 6 mois ces mesures fiscales. Elles ne s'appliqueront pas avant d'être débattues par toutes les parties prenantes. Nous voulons, dans ce laps de temps, identifier et mettre en œuvre des mesures d'accompagnement justes et efficaces. Édouard Philippe a également annoncé un gel des prix de l'électricité et du gaz pendant l'hiver. Quelques mois de répit, mais pas d'explication sur l'après. Des incertitudes qui s'imposent dans les esprits des Gilets jaunes, toujours mobilisés malgré les propos du Premier ministre. Beaucoup craignent même un effet boomerang du moratoire, avec une hausse plus importante dans 6 mois pour compenser le manque à gagner. De même, les Gilets jaunes déplorent que bon nombre de leurs propositions n'aient pas été reprises, notamment celles qui privilégient le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF. Pour enrober le tout, Édouard Philippe a également annoncé une grande concertation qui se déroulera du 15 décembre prochain au 1er mars 2019. Pour Julien Aubert, député Les Républicains de Vaucluse, ces annonces arrivaient un peu tard. C'était une décision qu'il fallait prendre il y a un mois, une mesure nécessaire qui néanmoins arrive un peu tard et qui ne couvre pas l'entièreté du problème puisqu'en 2018, les taxes ont fait leur effet et que je pense que le Premier ministre aurait dû annoncer qu'il restituait une partie des recettes de la TVA de 2018 aux automobilistes. Le geste est donc jugé timide par la droite parlementaire qui n'a pas l'intention de lâcher le sujet pour s'imposer dans le débat. Julien Aubert a d'ailleurs réclamé une commission d'enquête sur la fiscalité écologique. Cette commission d'enquête vise à tirer au clair pour le peuple français, je dirais, les tenants et les aboutissants de cette fameuse transition écologique et énergétique. Il y a évidemment le financement, c'est-à-dire
qu'est-ce qu'on prélève exactement, parce que personne n'a une idée très claire. Mais aussi, est-ce que tout ce qui était justifié par la transition énergétique est bien allé à la transition énergétique? On peut en douter. Pour avoir une réponse à ces questions, Julien Aubert fait donc la chasse aux signatures. Une telle commission permettrait à la fois de montrer les incohérences fiscales de l'exécutif qui joue depuis le départ sur le prétexte de la transition énergétique, mais elle permettrait aussi un autre plaisir aux Républicains, auditionner les transfuges de droite partis dans la majorité tels que Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. Pour autant, l'attitude de recul du gouvernement laisse penser qu'il sera insuffisant pour se remettre en selle aux commandes de l'État. Julien Aubert considère d'ailleurs que le quinquennat d'Emmanuel Macron est terminé. Je pense que le quinquennat Emmanuel Macron est terminé au plan du consentement. De toute façon, il a perdu quelles que soient les options qu'il prenne, c'est-à-dire que soit il cède, ce qu'il est en train de faire, et il va perdre son image de l'homme qui réforme, soit il persistait, et dans ce cas-là, l'économie, je dirais, allait couler. Il risque d'avoir les inconvénients des deux systèmes, c'est-à-dire céder et que la crise continue. En réalité, il lui faut répondre à l'urgence sociale, séparer les modérés des extrémistes, rétablir l'ordre public par tous les moyens, ce qui peut être long compte tenu de la violence de certains individus. Et puis enfin, réfléchir à une autre politique économique, parce que celle-ci, pour l'instant, est largement marquée du sceau de l'antisocial. En effet, difficile d'imaginer que l'exécutif puisse faire table rase de la crise des Gilets jaunes, d'autant plus que les représentants de ces derniers continuent de bouder la table des négociations. Sur les sites de mobilisation régionale, les revendications vont d'ailleurs bien au-delà des infléchissements annoncés par le Premier ministre. En effet, certains n'en démordent pas et réclament le départ du président de la République et de son gouvernement. Face à cette ligne dure, Emmanuel Macron pourrait tenter de sacrifier une partie de son exécutif, Édouard Philippe en tête, pour les rendre coupables de la crise en les exfiltrant pour un retour au calme. En toute logique, si le président plaide pour une purge, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, pourrait en faire les frais au vu des débordements en marge des manifestations du 24 novembre et surtout du 1er décembre. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur était entendu lundi soir par la commission des lois pour faire la lumière sur la gestion sécuritaire de la dernière journée de mobilisation dans la capitale. En effet, au-delà de l'image de président des riches qui taxe ceux qui sont déjà affaiblis, l'exécutif aura désormais apporté des traces indélébiles d'incapacité à gérer une situation de révolte, et ce, alors même qu'elle est prévisible. Christophe Castaner a d'ailleurs appuyé ses remerciements à l'égard des forces de l'ordre lors de son audition. Je souhaite rendre hommage aux forces de l'ordre. Je tiens devant vous, devant les représentants de la nation, à rendre solennellement hommage à tous les personnels de mon ministère. Ils ont tous fait face à ce déchaînement de violence. Nos forces de l'ordre ont rempli leur mission, vous le savez, et je sais que vous le savez, avec abnégation, courage et professionnalisme. Je veux en particulier rendre hommage aux compagnies républicaines de sécurité et aux escadrons de gendarmerie mobile qui sont engagés en métropole et outre-mer au maximum aujourd'hui de leur capacité. Leur endurance, leur courage doit être salué. Des salam aleik loin d'être désintéressés. En effet, ce n'est pas un hasard si le gouvernement a décidé d'une prime exceptionnelle pour les forces de l'ordre. Le pouvoir n'a qu'une crainte, que la police se fasse porter pas le samedi prochain pour les prochains rassemblements ou pire, refuse d'aller au charbon face aux manifestants. Car pour le moment, les Gilets jaunes n'ont pas décidé de calmer les tensions. En effet, un appel à poursuivre les actions a été lancé au sortir du rassemblement du 1er décembre et de nombreux Gilets jaunes ont prévu de se retrouver à nouveau à Paris le 8 décembre. Ces derniers semblent avoir compris la puissance du mouvement, d'autant que des catégories socio-professionnelles pourraient encore rejoindre cette fronde. C'est le cas notamment des ambulanciers, mais surtout des agriculteurs. Certains Gilets jaunes envisagent aussi une transcription dans les urnes pour pérenniser le mouvement et ses revendications. Une possibilité qui, contre toute attente, pourrait faire les affaires d'Emmanuel Macron, qui verrait ainsi son opposition totalement atomisée et affaibli. Pour autant, un tel regroupement politique des Gilets jaunes pourrait avoir plusieurs intérêts. D'une part, l'absence d'idéologie d'une grande partie des Français mobilisés permettrait une approche plus pragmatique de la situation sociale. C'est d'ailleurs ce que l'on pouvait attendre après avoir vu la liste des revendications publiée la semaine dernière par une partie des Gilets jaunes. Pas de proposition de droite ou de proposition de gauche, mais une coexistence de mesures en faveur d'une amélioration du pouvoir d'achat. Ainsi cohabitent sur la même liste des demandes d'augmentation du SMIC, d'augmentation des retraites et la baisse de la fiscalité pour les plus modestes, mais également la reconduite systématique des déboutés du droit d'asile et la fin des travailleurs détachés. Et si certains s'étonnent de la coloration politique éclectique des propositions, c'est tout simplement que les Gilets jaunes ont pour volonté
volonté unique de s'attaquer aux dépenses publiques. Et même si les voix ne s'accordent pas sur le coût exact de l'immigration, tout le monde s'entend sur le fait que la balance est déficitaire. Cette position rebute sans surprise une grande partie de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui n'aurait pas refusé de faire une OPA sur le mouvement citoyen. Mais pour le moment, les Gilets jaunes, par chance ou par méfiance, ne sont pas tombés dans le piège de la récupération. La seule nomination de porte-parole ayant déjà été très compliquée. Le caractère spontané du mouvement plaît toujours aux Français, puisque près des 3/4 étaient encore favorables aux Gilets jaunes après la difficile journée de samedi. Une part de popularité importante qui pourrait toutefois décliner si le mouvement se poursuit, a fortiori dans la violence, malgré des annonces fortes de la part du gouvernement. 5 jours de débat pour échanger sur les termes du Brexit. Les parlementaires britanniques devraient entériner la sortie historique du pays de l'Union européenne le 11 décembre prochain, lors d'un vote décisif tant pour l'avenir du pays que celui du Premier ministre Theresa May. Olivier Frère-Jacques. Après 17 mois de négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, c'est au tour des députés britanniques de débattre sur les termes du Brexit. La sortie du giron bruxellois avait été votée en juin 2016 par voie référendaire. Et c'est donc près de 2 ans et demi plus tard que les élus de la Couronne auront l'occasion d'entériner une bonne fois pour toutes ce changement. Le Premier ministre Theresa May présentera l'accord négocié auprès de ses homologues européens, un accord qu'elle qualifie comme le meilleur possible. C'est un véritable numéro d'équilibriste auquel cette dernière a été confrontée, alors que le vote s'est réparti entre 51,89% pour la sortie de l'Union européenne et 48,11% contre. La locataire du 10 Downing Street entend proposer un accord qui respecte le résultat du scrutin et permette de rassembler le pays, c'est-à-dire un accord qui convienne aux pros comme aux anti-Brexit. Problème, le texte, soumis à un vote le 11 décembre prochain, ne plaît ni aux travaillistes, ni aux europhiles du Parti libéral-démocrate et aux députés écossais, ni aux alliés du Premier ministre, les Nord-Irlandais du Parti unioniste DUP. Plusieurs dizaines de députés conservateurs émettent également des doutes sur le texte, préférant une rupture plus franche avec Bruxelles. Face à ces tenants d'un hard Brexit, Theresa May n'a pas hésité à menacer d'une possibilité de ne pas avoir de Brexit du tout, un scénario bien peu probable et qui condamnerait à coup sûr le Premier ministre à une démission. En délicatesse avec sa majorité conservatrice, Theresa May va devoir également gérer le principal parti d'opposition, les travaillistes, qui menacent de déclencher une motion de censure en cas d'échec dans l'adoption du texte. Tiraillée entre une opposition opposée à la sortie du giron bruxellois et aux plus fervents défenseurs d'un hard Brexit, Theresa May joue également sa survie en tant que chef de gouvernement. Les pros et les anti-Brexit n'entendent pas adopter une voie modérée comme celle qu'elle propose, comme en témoignent les manifestants des deux camps qui manifestaient lundi devant Westminster. Stop Brexit! If we sign the deal next week, if it's ratified next week, we're joined by an international treaty, committed by an international treaty, to remain in the European Union from which there is no escape. And I'm hoping that the House of Commons will vote it down. We want the people's vote! It's the first time that my vote's actually meant something, and I'm very worried that it's going to go... Theresa May is going to sign us up to something that we'll never get out of, and I think Remain will get their day through it, through the back door. I don't want the deal. The only deal I want is to remain in the EU. We have the best deal. It's the best deal that any country has, actually. They won't have any deal. You said no deal. Deux camps qui paraissent irréconciliables et qui n'entendent pas reculer. Parallèlement, l'hypothèse d'un nouveau vote paraît de plus en plus crédible. Ainsi, des députés des partis conservateurs, travaillistes et libéraux-démocrates ont remis au Premier ministre une pétition de plus d'1 million de signatures demandant un nouveau vote. La survie du Premier ministre May semble aujourd'hui suspendue au vote du Parlement du 11 décembre prochain. En cas de désaveu, celle-ci ne devrait pas faire long feu et la possibilité d'un nouveau référendum sera de plus en plus probable. Le pacte sur les migrations en eau trouble, alors que le texte doit être ratifié les 10 et 11 décembre prochains à Marrakech par les pays membres des Nations Unies. Les défections s'enchaînent et de nombreuses voix s'élèvent en France contre la signature de ce pacte. Thibaut Bastide. Le 10 et le 11 décembre, M. Macron s'apprête à signer à Marrakech le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Avec cette nouvelle trahison silencieuse de la nation, nos dirigeants franchissent une nouvelle étape dans la submersion organisée de notre pays.
trahison silencieuse de la nation, submersion organisée de notre pays. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, n'a pas été tendre au moment de qualifier le pacte sur les migrations, approuvé en juillet dernier par l'ensemble des pays membres des Nations Unies, à l'exception notable des États-Unis de Donald Trump. Le texte vise à favoriser une immigration extra-européenne massive, tant légale qu'illégale, sous couvert des fameux droits de l'homme. En effet, au travers de 23 propositions visant à favoriser des migrations sûres, ordonnées et régulières, le texte préconise de renforcer la coopération internationale pour gérer l'immigration. L'objectif est donc clair, faciliter les migrations et transformer encore un peu plus les sociétés occidentales en sociétés ouvertes. Un phénomène jugé bénéfique par toutes les parties à l'origine de l'initiative. En face, pour éviter d'être taxé de xénophobe ou raciste, la quasi-totalité des États membres a accepté ce pacte. Mais depuis juillet, le vent a tourné. De nombreux pays, dont la Hongrie, la Pologne, l'Autriche et l'Italie, ont affiché leur refus de signer le pacte et même de se rendre au sommet intergouvernemental de Marrakech. Suite à la multitude de défections, le débat a donc gagné les nations occidentales comme l'Allemagne et la France, où les républicains de Laurent Wauquiez, surtout le Rassemblement national de Marine Le Pen, tentent de faire fléchir Emmanuel Macron, premier défenseur de ce pacte. Presque naturellement, la chef de file du RN a relié le texte migratoire à la révolte des Gilets jaunes, estimant que le sujet n'était pas si éloigné. Un rapprochement à propos puisque l'immigration massive pèse plusieurs milliards d'euros sur les dépenses publiques. D'ailleurs, comme un symbole, 3 organisations anti-immigrationnistes allemandes ont appelé leurs sympathisants à manifester avec des gilets jaunes contre le pacte sur les migrations samedi dernier devant la porte de Brandebourg à Berlin. Difficile de ne pas faire le lien entre le sommet intergouvernemental de Marrakech et les élections européennes de mai prochain, où l'opposition entre progressistes et populistes est déjà clairement affichée. En effet, il s'agit là du réel objectif du Rassemblement national, car un recul du président de la République quant à sa signature du texte semble bien peu probable. Ainsi, en rapprochant la révolte citoyenne à son discours, Marine Le Pen espère faire une pierre deux coups à moyen terme, fragiliser Emmanuel Macron et engranger la sympathie des fameux gilets jaunes à 6 mois de l'échéance électorale. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. L'arroseur arrosé, alors que la France donne des leçons de droits de l'homme à la terre entière, c'est au tour de la République islamique d'Iran d'interpeller Paris. Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères iranien a ainsi appelé la France à la modération face au mouvement spontané des Gilets jaunes, avant d'ajouter « Le gouvernement français ne peut pas persister dans la violence contre son peuple ». Le mur des cons en procès, l'ancienne présidente du syndicat de la magistrature comparaissait ce mardi au tribunal correctionnel de Paris pour l'affichage du très controversé trombinoscope intitulé « Mur des cons » dans les locaux de l'organisation syndicale d'extrême gauche en 2013. Le syndicat est poursuivi pour injure publique envers un membre de l'Assemblée nationale, en l'espèce d'une dizaine de parlementaires. Parmi les photos d'élus présents, on retrouvait essentiellement des députés de droite, parmi lesquels Patrick Balkany, Éric Woerth, Luc Châtel ou encore Christian Jacob. L'objet du procès, qui durera 3 jours, porte sur la nature des injures publiques ou privées. Et c'est bien là que se situe tout le problème. Plus généralement, c'est le caractère militant des magistrats minoritaires, membres du syndicat de la magistrature, qui met à mal l'institution judiciaire française et laisse largement planer le doute sur l'impartialité supposée des juges. George Soros dans le viseur de Facebook. Le numéro 2 du réseau social, Sheryl Sandberg, a demandé à son entreprise d'enquêter sur le milliardaire d'origine hongroise. La décision a été prise en janvier après que George Soros a critiqué vertement la société fondée par Mark Zuckerberg lors du Forum économique de Davos. Sheryl Sandberg a voulu savoir si George Soros avait un intérêt financier à s'en prendre à Facebook après des soupçons de spéculation à la baisse sur le titre du réseau social afin de racheter des actions à bas prix. Les Gilets jaunes bouleversent le championnat de France de football. La rencontre de Ligue 1 entre le PSG et Montpellier, prévue samedi au Parc des Princes, a été reportée à une date ultérieure après une demande de la préfecture de police de Paris. Cette décision fait suite aux nouveaux appels à manifester de la part des Gilets jaunes. Les autorités redoutent une nouvelle mobilisation d'ampleur, notamment aux abords du stade parisien. Misaligned by half a degree from the center, but I believe that's what it's supposed to be.
enfin une réussite pour Soyouz. La fusée russe a mis en orbite 3 astronautes un peu moins de 2 mois après l'explosion du premier lanceur. Soyouz s'est arrimé à la Station spatiale internationale lundi soir. Alors que des retards étaient à craindre après l'échec du précédent lancement, c'est avec 3 semaines d'avance sur son programme que la Russie a réussi ce vol habité, le premier réussi depuis l'ère post-soviétique. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Notre Zoom du jour. Pour terminer, Rémi Soulier vient nous présenter son dernier ouvrage, Racination, en référence au néologisme de Charles Péguy, qui associe la nation aux racines. Et racination, effectivement, c'est une manière à la fois de ne pas s'inscrire dans cette thématique qui est très belle, qui est très grande, mais qui est aussi très fréquentée, de l'enracinement, dans laquelle je me situe également, mais le mot me permet d'aller poétiquement et peut-être philosophiquement ailleurs. Et c'est aussi une façon pour moi de marquer à travers ce néologisme que la question du langage, la question du verbe, la question de la poétique, comme vous l'avez signalé, est vraiment cardinale. C'est un livre qui s'inscrit dans une vision du monde assez poétique, à condition de considérer que la poésie n'est absolument ni un ornement, ni une élucubration ou une fantasmagorie, mais au contraire qu'elle nous ramène au plus près du réel. Donc c'est tout ça que contient, à mon sens, ce mot de racination, en plus du mot valise que vous avez souligné là aussi, entre évidemment race, grâce, nation, enfin on peut y entendre plusieurs mots. Et mardi, c'est le jour de l'histoire. Ce soir, vous découvrirez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Lors de la révolte des Gilets jaunes, Christopher Lannes nous parlera des racines des jacqueries modernes. Les Gilets jaunes, là on est en plein dedans, je me devais d'en parler, avec un point de vue historique bien sûr. On entend souvent revenir dans plusieurs médias le terme de jacquerie pour définir la révolte des Gilets jaunes. Alors historiquement, une jacquerie, c'est une révolte paysanne et cela s'explique surtout par le fait qu'à l'époque, 95% de la population était issue du monde paysan. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, rarement pour le mieux, on va pas se mentir, et ce schéma ne s'applique plus. Malgré tout, certaines similitudes sont à souligner et la véritable question à se poser est la suivante. À l'instar des révoltes médiévales, les Gilets jaunes peuvent-ils triompher ? Et puis vous retrouverez également Passé Présent. Anne Sicard et Philippe Conrad évoquent le bilan de la Première Guerre mondiale et ses conséquences sur le destin de l'Europe. Et puis tout de suite, vous retrouvez une nouvelle chronique de la France de campagne avec Christian Combaz. Et à présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain, bonsoir. Il y a un personnage dont je ne vous ai jamais parlé parce qu'il n'habite pas vraiment chez nous. Il passe une fois par semaine quand il va au marché d'Albi où il vend des objets artisanaux en fer forgé, qu'il forge d'ailleurs lui-même, des gadgets chinois aussi et des choses très peu chères. Alors celui-là est la quintessence d'une tendance qu'on observe de manière assez diffuse dans nos parages villageois, c'est le survivalisme, la tendance à rechercher l'autarcie dans tous les domaines. Je suis allé chez lui une fois, il s'appelle Isli, il précise tout de suite « je suis berbère », histoire de se démarquer des autres. Il a une fille de 12 ans qui ne vit pas avec lui, et il lit tous les livres qui vous apprennent, vous savez, à résister à l'effondrement économique qui nous guette et dont il regarde des prophètes sur YouTube. D'abord, il habite près d'une rivière, son potager est impressionnant, il a creusé tout un système d'irrigation, ensuite il a placé des panneaux solaires un peu partout. Enfin, il m'a expliqué qu'il ne cultive que des choses utiles, des plantes qui donnent des protéines comme le soja, le lupin blanc, les lentilles, les pois chiches. Il a ménagé une sorte de four à pain assez bizarre sous sa maison principale qui chauffe la pièce à vivre, à la manière des paysans chinois. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire qu'il a vécu en Chine pendant 5 ans et qu'il parle le mandarin couramment. Ce qui lui permet d'obtenir les meilleures conditions quand il veut récupérer de la marchandise pour son petit négoce, là, généralement à Valence, en Espagne. Nous avons donc parlé de la fragilité des banques. Il m'a dit carrément, moi, je n'en dépends que pour avoir l'air transparent aux yeux du fisc, mais quand tu travailles avec les Chinois, tout est parallèle. Je lui demande ce que ça veut dire et il me répond, ça veut dire que si le Crédit Agricole décrète qu'on peut pas retirer plus de 100 € par semaine, moi j'obtiens 5 000 en 24 heures sans problème, parce qu'il existe des circuits parallèles. Je donne du cash à un type qui me crédite,
quand je vends sur les marchés, ça me sert à acheter des lots à la sortie des containers avec ce crédit, je revends les lots, le cash repart sur mon crédit et ainsi de suite. J'ai quand même fait observer qu'il était quand même bien confiant de me raconter ça parce qu'il pourrait y avoir des contrôles. Il m'a répondu, mais on sait d'où ils viennent les contrôles et on sait ce que ça coûte d'y échapper. Il n'est pas allé plus loin dans la description des mécanismes, mais en gros, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il existe partout en Europe un négoce sauvage qui ne paie pas d'impôts ou très peu, des sociétés innombrables qui font le chiffre d'affaires minimal pour continuer à exister, mais qui prospèrent ailleurs, dans d'autres secteurs parallèles, dans d'autres lieux, et tout ça se marier dans sa tête avec la conviction un peu terrifiante qu'il faudrait survivre à l'effondrement économique en cultivant des légumes au bord d'une rivière, quand nos sociétés seraient livrées au chaos. Et là, il me fait tout un discours sur les ressources énergétiques limitées, l'importance scandaleuse de la dette. Il dit que bientôt la population de base ne pourra plus avoir accès au minimum, c'est-à-dire la nourriture, l'eau, l'énergie, et que la violence prendra le relais. Mais je lui dis justement, comment défendras-tu ton potager si des bandes armées commencent à sillonner le pays? Mais je t'en dis pas plus, m'a-t-il dit, mais j'ai de quoi parer à toute éventualité. Quoi, je lui dis, tu as des armes? Mais oui, bien entendu. Et le pire, c'est que je les commande sur le web et que je prends en livraison à Barcelone. Il m'a dit cette chose amusante, quand tu travailles dans les marchés de village, depuis 30 ans, tu sais où t'approvisionner en toutes choses, tu trouves tout. Le commerce international est devenu cinglé, la France de François Hollande était tellement corrompue que tu peux encore commander n'importe quoi sans rendre compte à personne. Tout le monde te parle du libéralisme en songeant aux petits jeunes qui veut faire une start-up, mais le libéralisme sur le terrain, ça consiste à échapper aux règles. Et c'est déjà valable pour Google et Facebook, alors tu imagines pour les sociétés qui déplacent des containers, personne ne connaît le contenu des containers, les endroits où ils déchargent sont gardés par des milices privées qui ne connaissent pas les États. Dans le tableau, j'allais oublier le fait qu'il ne cultivait, lui, que des choses bio, il était obsédé par les pesticides, les agents chimiques, ce qui fait que non seulement il pensait devoir résister au chaos, mais il voulait se garder de la peste. Alors je pourrais conclure en disant voilà un bien singulier caractère et vous faire partager une vague perplexité à son sujet, mais il se trouve qu'il y a une conclusion. C'est qu'un jour je demande au patron du bar ce que devient ce type que j'avais pas vu depuis 3 mois. Il me dit bon il est mort d'un cancer foudroyant. D'où je vous invite à déduire que le survivalisme ne se conçoit que dans certaines limites qu'il convient de garder présentes à l'esprit. Pour vous convaincre que l'autarcie et les légumes bio c'est bien mais que rien ne vaudra jamais la philosophie, abonnez-vous, merci.